C'est dans une belle ambiance que s'est ouverte la première édition de la conférence organisée par le Forum national des jeunes leaders du Bénin ce samedi à la Fondation Excel pour Christ. Placée sous le thème Leadership, entrepreneuriat et insertion professionnelle, les clés pour un avenir impactant, cette rencontre vise à outiller et équiper les jeunes pour les rendre plus compétents, dynamiques et opérationnels, tout en incarnant les valeurs du Christ. À l'entame de cette conférence, le discours du président national des jeunes leaders du Bénin a planté le décor de cette rencontre. Une œuvre qui, au fil du temps, s'est imposée non seulement comme un mouvement, mais comme un véritable canal de bénédiction, de réveil, d'impact pour la jeunesse. Quand nous avons posé nos premières pierres de cette vision, nous étions peu nombreux, animés par le zèle, mais parfois traversés par des doutes. Aujourd'hui, le Monagel est devenu une plateforme crédible, audacieuse, et surtout une famille où des milliers de jeunes acquièrent de sens, de repères, d'opportunités et de modèles. Loué soit Dieu pour cette croissance. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, nous faisons bien plus qu'assister à une conférence, nous sommes en train de sceller une alliance avec notre avenir. Aujourd'hui, une alliance avec notre responsabilité, une alliance avec notre appel. Ce forum est un appel à sortir de la peur, à rompre avec la médiocrité, à dénoncer les fausses croyances qui nous entraînent pour embrasser une vie de leadership transformationnel, de service, d'innovation, de foi et d'impact. Les participants ont ensuite suivi avec intérêt les différentes communications riches et inspirantes. La première intervention a exposé sur le leader et sa vision en prenant Jésus-Christ comme modèle. Aujourd'hui, une lueur se pose. On a fait le développement personnel, on a fait des cours de leadership, on a fait du leadership transformationnel. Le monde a essayé de faire beaucoup de choses, mais ça n'a pas pu apporter un leadership qui puisse amener à un leadership efficient et efficace dans le temps. Mais s'il y a un leader, le gars il a travaillé juste pendant 3 ans et demi. Il a eu 3 points focaux, 12 dupliqués, 70 qui portaient son message, 120 qui sont allés et ils ont tourné tout le monde entier. Un message, une idéologie qui a été donnée il y a près de 2000 ans, mais qui jusqu'aujourd'hui continue d'avoir d'impact. Un impact post comme un impact ante. Et si celui-là est notre modèle, je sais que je parle à des jeunes chrétiens ici aujourd'hui. Si tu n'es pas encore chrétien, ben c'est le moment de rejoindre le mouvement. Parce que c'est Jésus qui mousse maintenant. Le leadership commence d'abord par la définition même du mot. Tout être humain est un leader. Donc le leadership n'est pas l'apanage d'une élite. Et d'ailleurs en Christ, nous sommes tous de l'élite, car il dit qu'il a fait de nous une nation sainte et un sacerdoce royal. Que ce soit le sacrificateur, que ce soit le roi, c'est des leaders. Nous partons du fait qu'il y a de graines, des prédispositions de leadership en chacun d'entre nous. Et plus encore quand nous venons en Christ, nous sommes des sels. Le sel, qu'on le veuille ou pas, le sel quand il rentre dans une sauce devient le leader de la sauce. Il peut y avoir beaucoup de viande dans une sauce, mais tu n'entendras jamais que la sauce est viandée. Le sel peut être invisible, mais il est le leader de la sauce. De même que la lumière. Nous sommes sel et lumière. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Nous, le leadership est en vous. Quand on parle de leadership, on parle du leader. On a tendance à voir les autres. Non, jeune, non. Pas la terre. Il y a en toi un leader, peut-être que tu n'as pas encore réveillé. Et la Bible nous dit clairement que
Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et qui sont ces fils de Dieu? C'est les leaders dont cette génération a besoin. Plusieurs ont essayé de définir donc le leadership. D'autres disent c'est là de diriger, c'est là de conduire, c'est si. Je ne veux pas donner une définition lexique du leadership. Finissons d'observer Jésus et tu reviendras me dire ce que tu penses du leadership. Le monde, dans un paradoxe, pense que le leadership, c'est le prestige, c'est conduire, c'est s'imposer, c'est lever les pieds pour contre les laves. Jésus dira que les rois de ce monde les asservissent pour les conduire. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'ici. C'est le modèle de leadership auquel nous avons été exposés. Et cela a fait que, au fil des générations, ceux qui s'approchent de tout ce qui est public, tout ce qui est leadership, ayant été exposés à ce mauvais modèle, ils vont avec des motifs mauvais et ça donne des résultats mauvais. Donc pour commencer, le leadership selon Jésus-Christ, c'est d'abord le service. To lead is to serve. Servir. Il dit, pour ceux qui aiment les versets bibliques, il dit que le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. La vraie position du leadership commence par le service. Quand tu vois un gratte-ciel, ce n'est pas les vitres. Celui qui tient le bâtiment, il est en terre. C'est la pierre de la fondation. Le vrai leadership, le leadership selon le Christ, comme nous l'avons vu faire, pour diriger, il est descendu pour servir. Le service est d'abord un terroir de l'apprentissage. Parce que par la position du service, vous comprenez mieux toute l'ossature de ce que vous allez diriger. Et ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le diriger. Un système, un monde, un environnement que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'impacter. Le service nous permet de nous positionner afin de pouvoir résoudre certains problèmes. Malheureusement, dans notre génération, plus personne ne veut servir. Nous pensons que tout commence par le haut. Mais Dieu, il est toujours un Dieu de processus. Tu ne peux pas devenir roi si tu n'as pas servi le roi. Il y a la manifestation qui provoque la sollicitation. Et c'est la sollicitation qui provoque la position et la valeur. Et c'est de la valeur que vient la rémunération. Donc une fois que ce qui est en toi, tu ne l'exerces pas. Si tu ne... Le gars, il jouait au mouton. Quelqu'un a entendu, il allait dire au roi, roi, il y a un petit là, il sait jouer. Amenez-le. Le service permet d'aiguiser ton potentiel. Le service est le premier pas du leadership. Le service te permet de t'asseoir, d'affûter ta vision. Quelle est la vision en fait? Les gens ont plusieurs définitions de la vision, mais pour moi, c'est simplement la projection extérieure du potentiel que Dieu a mis en toi dans un couloir divin propre à toi. Donc, ce service te permettra d'être en train d'aiguiser, d'affûter ce que tu as. Parce que plusieurs attendent le succès, mais ils ne savent pas que le succès, c'est en réalité une opportunité qui rencontre une préparation. Et ce service met en vous désormais
c'est des aptitudes que Jésus a développées dans son leadership, que nous ne trouvons pas souvent ici ou dans nos systèmes. Descendre, l'humilité, le relationnel. Quand tu es dans un leadership relationnel, tu peux ne pas avoir ce qu'il faut, mais ceux qui sont avec toi auront ce qu'il vous faut à vous tous. Le leadership, selon Jésus-Christ, est un leadership de proximité et du relationnel, où ce n'est ni le système, ni les résultats, ni le gain qui sont mis en avant, mais un investissement déguisement en tout le processus et dans les hommes afin qu'ils puissent se reproduire et devenir comme le leader. Jésus était seul, il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Matthieu, il leur a inculqué ce qu'il faut. Avant qu'on ne voie, le monde entier était en feu. Donc, un vrai leader doit faire des hommes. Dieu a dit, faisons l'homme. Le leader a une vision futuristique. Le leader se surpasse. Le leadership selon Christ, c'est le surpassement de soi. Et c'est pour ça que quand il nous dit que nous sommes le sel et la lumière, je dis, il se cache là la vraie leçon du leadership que souvent nous ne voyons pas. Le jour où le sel dans une sauce veut nécessairement apparaître, on parlera de solutions saturées. Le leader, ce n'est pas celui qui se gave. Le leader, c'est celui qui se surpasse. C'est celui qui se met à la brèche. Que ce soit en entreprise, ou comme dans la vie professionnelle, ou comme à la maison. Alors, l'autre chose, après le sacrifice que Jésus fait, le leadership, ce n'est pas juste conduire les gens. Et vous savez, rassembler les gens, c'est facile. Réunir les gens, c'est facile. Il y en a eu plusieurs dans la Bible. Même Satan est parti avec un tiers des anges de Dieu. C'est un leader. Mais pourquoi est-ce que nous faisons le leadership? Le leadership, selon Jésus-Christ, c'est un leadership qui bâtit. C'est un leadership qui résout des problèmes. Mais en Afrique, qu'est-ce que nous voyons souvent? Nous avons des leaderships destructifs. Comme je déteste le pasteur Joao, quelqu'un ici le déteste, par circonstance, on devient amis. Un peu comme les pharisiens et les sadducéens qui ne s'entendaient pas sur la résurrection, mais comme ils détestaient tous Jésus, ils se sont réunis. Aujourd'hui, nous avons de ces leaderships-là qui se causent par des instincts, des ambitions inavouées, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais ces leaderships-là ne sont pas selon le modèle de Jésus. Le leadership selon le modèle de Jésus est un leadership qui transmet une vision qui vient de Dieu. Une vision qui apporte un plus. Une vision qui n'est pas basée sur une personne, mais une vision qui est basée sur un développement collectif. Une valeur ajoutée. Si c'est pour qu'on t'acclame, si c'est pour rester devant, si c'est pour qu'on te dise son excellence, que tu veux devenir leader, tu vas faire plus de mal que de bien. Quand tu as ces bases dont je viens de parler, cela donne certains fruits dans le leadership. Et c'est ce dont nous, aujourd'hui, notre jeunesse a besoin. Ton identité est le socle de ton leadership et de ta vision. C'est-à-dire, en fait, ton identité te dit là où tu vas, ce que tu dois faire, avec qui tu dois le faire et l'impact que tu dois avoir. Et la première richesse qu'un homme a, c'est son identité. L'identité.
Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Une fois que tu fais de compromission avec ton identité, tu auras un leadership à l'image du voisin et non à l'image de notre grand frère Jésus. Seconde chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est ta capacité ou ta valeur à faire ce qui doit être fait même si personne n'est là. Un leader qui applique cela arrive à rester fidèle à sa vision, fidèle à son but. Et quand j'en parle, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez ce que c'est que le péché? Quand on parle de pécados, pour nous, c'est, pour la jeunesse, c'est mentir, la fornication, ou bien, pourquoi tu me regardes bizarrement? On est entre nous, non? C'est ça, non? Mais, dans le fond, péché, c'est rater son but. Péché, c'est manquer de faire ce qui doit être fait à un moment donné. Je prie que cette génération ne sera pas une génération péchée. L'intégrité. Faire ce qu'il faut faire, comme il faut le faire. Développer des valeurs éthiques. Des valeurs éthiques. La probité, la vérité et tout ce que vous savez. Je ne suis pas venu prêcher pour quelqu'un aujourd'hui. Parce que tout le problème aujourd'hui que nous avons dans les leaderships, que ce soit dans les maisons, dans les foyers, dans nos sociétés, c'est un problème de valeurs éthiques. De base inculquée. Et nous, dans cette génération, nous avons une urgence. C'est de pouvoir développer ces valeurs afin que ceux qui viennent après nous, qui puissent voir et revenir sur le chemin qu'il faut. Sans quoi, avec ce qui vient là, moi j'ai peur. Cela amènera donc à bâtir ce qu'on appelle la vision même. Une vision, ça se bâtit. Une vision, ça se construit. Et pour cela, il faut pouvoir identifier en tant que leader son appel. Ton appel, c'est très important. Tu n'es pas envoyé vers tout le monde. Jésus dira qu'on ne l'a pas envoyé à d'autres, on l'a envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Paul était envoyé aux païens et Pierre et les gens étaient envoyés aux Juifs. Le leader doit savoir jeune leader, tu dois savoir quel est ton appel. Un oiseau peut bien voler, mais s'il se retrouve dans l'eau, voulant nager comme un poisson, il fera un bon à rien. Identifie ton appel. Identifie ta zone d'excellence. Afin de pouvoir avoir un leadership ou un apport dans la société qui a du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Après cela, il faut rassembler les ressources qu'il faut. Et le vrai leadership commence par soi-même. Celui qui ne se conduit pas bien, if you are not a leader over yourself, you cannot lead others. Tu dois d'abord être ton propre leader. Une discipline bien appliquée. Si tu n'es pas, you are not leader over, tu ne te maîtrises pas, tu n'es pas leader sur toi-même, tu ne peux pas impacter, tu ne peux pas diriger quelqu'un. Donc la première ressource qu'il faut rechercher, c'est le leadership sur soi-même. Deuxième ressource, c'est le mindset. Nous pensons souvent que pour bâtir des choses, pour arriver à accomplir sa mission sur terre, que nous avons besoin de l'argent. Non, ça ne commence pas par l'argent. Ça commence d'abord par l'éducation, la formation et l'information. Celui qui ne se forme pas sera déformé.
When you don't know the use of things, you will be an abuse to the society. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. L'information, pire encore dans l'église. Qui me suit? L'information, la formation, ce sont les premières ressources. Peut-être tu veux faire la couture, tu es appelé dans la politique, tu es appelé dans je ne sais pas, même dans le monde religieux ou dans les business. Comment est-ce que ça fonctionne? Les choses dans ce monde ne fonctionnent pas par le parler en langue. C'est des systèmes. Et quand nous ne comprenons pas les systèmes, nous allons passer à côté. Et pour comprendre les systèmes, il faut s'asseoir et apprendre. Comment fait-on la couture? Comment fonctionne le monde politique? La politique, est-ce que c'est les coups bas que nous voyons souvent là? Qu'est-ce que la politique? L'économie, comment fonctionne le système économique béninois? Tu veux aller dans un secteur, pasteur, prie pour moi. Nous prions jusqu'à 40 jours de jeûne et prière. Tu ne sais même pas comment on sait un commerce. Tu ne sais pas la différence entre le capital et ton propre argent. Et puis tu reviens, les démons ont cassé mon argent. Non, tu avais besoin de t'asseoir pour apprendre. Et la jeunesse, écoutez, le meilleur investissement que nous pouvons faire pendant ce temps, c'est d'apprendre. Et gloire à Jésus pour cette génération, nous avons des universités gratuites et ouvertes. Votre téléphone là, il y a tellement de choses que vous pourriez apprendre. Tu peux rester ici, avoir des certificats de Harvard, avoir des certificats de Paris 5, de plusieurs universités, avec ton téléphone. Apprends, on ne sait pas quand et quand. Qu'on ne te dise pas, qu'est-ce que tu sais faire, tu vas commencer à gratter la tête et... Non. Apprends, c'est la première ressource qu'il faut. Qui me suit? Deuxième chose, il faut les réseaux. Si tu es leader et tu es seul, moi je questionne ton leadership. Tu n'es pas un serpent. Même les serpents, ils ont la capacité de vivre seuls, mais aussi la capacité de vivre en groupe. Les hommes. Moi, je ne suis pas héritier, j'ai rien. Mais Dieu m'a béni avec des hommes. Tu peux appeler 1, 2, 3 personnes pour dire j'ai besoin de tel, je dois faire tel. Pas nécessairement de l'argent, mais tu as besoin des hommes, la ressource humaine. Il faut avoir un plan, une stratégie bien affûtée. Aujourd'hui, je m'assieds et quand nous observons Jésus, nous voyons que le gars, il n'était pas en balade de tourisme, il avait une stratégie bien affûtée. D'abord, par sa naissance, il a attendu près de 28 ans, 30 ans, il s'est affûté, il a appris la loi, il a commencé, il a pris des jeunes, il les a formés, il n'a pas eu besoin de grandes personnes, et puis peu à peu, il a commencé à les libérer. Il avait une stratégie bien affûtée, bien établie. Tu ne peux plus continuer à aller de vague en vague. You need a plan, tu as besoin d'une stratégie. Sans plan, on construit dans le chaos. Sans objectif, on ne va nulle part. Enfin, when we talk about, quand on parle de leadership, la base même, c'est qu'il y a un objectif, c'est qu'il y a un but, c'est qu'il y a une vision, c'est qu'il y a un appel à répondre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour finir, dans ce que tu es en train de bâtir, tu as le Saint-Esprit, tu as l'humilité, tu veux servir, tu veux résoudre un projet, tu as des gens autour de toi. Non, mais je n'ai pas parlé d'argent. L'argent vient avec le temps. C'est vrai. Quand tu fais bien ce que tu fais là, même quand tu ne parles pas, l'argent vient. J'ai passé 10 ans chercher l'argent, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas encore. Mais bon, c'est pas mal. Avec le temps, tout cela vient. Maintenant, ma question est, à quoi es-tu appelé? Que t'inspire maintenant le thème du leadership, surtout avec Jésus-Christ? L'humilité, l'intégrité, le service. Où allons-nous? Comment peux-tu appliquer ça autour de toi et dans la société?
Qui es-tu? Où vas-tu? Que veux-tu faire? En obéissance à toi. Il y a plusieurs générations qui attendent. Le leadership, selon Jésus, c'est un leadership transformationnel. C'est un leadership de gestion de soi, des ressources et des ordres, afin de faire des ordres à l'image du maître ou qui les dépasse. Et c'est ce à quoi, je crois, nous sommes appelés en cette génération. Et cela me ramène à notre contexte. Selon toi, est-ce que ce modèle n'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui? D'abord pour les vies, pour les communautés, pour les familles et pour les nations. Comment pouvons-nous l'appliquer? Tant d'interrogations, tant de questions qui doivent travailler nos esprits et que le Seigneur nous aide à appliquer ce qu'il faut. C'était le leadership selon Jésus dans une génération en quête de modèle. Le pasteur Josué Akowanu a apporté un éclairage puissant sur l'entrepreneuriat et le mindset. Bien-aimés, pour la plupart d'entre vous qui êtes dans la salle, vous avez déjà 20 ans. Si vous n'avez pas encore 20 ans, vous êtes pratiquement près de 20 ans. Et voici un peu la réalité de ce qui se passe dans le monde. Le gouvernement béninois peut vous faire confiance à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, le gouvernement est capable de vous recruter dans l'armée et vous faire confiance. La confiance que le gouvernement a en vous va faire qu'il va vous amener peut-être à Canaan ou à Tofor. Et il va vous traiter, vous manœuvrer pour que la folie puisse sortir de votre tête et de votre cœur. Et après vous avoir affligé ce traitement, à cause de la confiance que le gouvernement a en vous, il va maintenant vous remettre des armes et vous dit de tirer sur toute personne qui se soulève contre l'intérêt de la République. De manière institutionnelle, c'est comme ça que ça se passe. Si le gouvernement peut avoir confiance en toi à 18 ans et remettre en tes mains l'arme avec des cartouches réelles, pas fictives, pour que tu tires sur tout ce qui se prénomme ou se présume ennemi de son intérêt, à plus forte raison toi-même. À 18 ans, tu es incapable de te faire confiance. À 18 ans, tu es incapable d'avoir un plan de vision pour ta vie. À 18 ans, tu es incapable de savoir exactement ce que tu vas faire. C'est pourquoi beaucoup qui ont cet âge, qui obtiennent le bac, vont en tourisme sur le campus. Et comme le billet n'est pas cher, après 2 ans à la FAGEC, quand ça n'a pas marché, ils vont faire 2 ans aussi à la Flash. L'expert va en parler tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et face à cette réalité, chers amis jeunes, vous lisons un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Nombre 1, 3. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Verset 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon la maison de leur père, en comptant par tête leur nom depuis l'âge de... Non, ouvre ta Bible, suis avec moi. Ça ne tue pas. Verset 20. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de... Verset 22. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon la maison de leur père, et on en fit le dénombrement en comptant par tête leurs noms, tous les mâles, depuis l'âge de... Verset 24.
On enregistra les fils de Gad selon leurs familles, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de... Verset 26. On enregistra les fils de Juda selon leurs familles, selon la maison de leur père, en comptant leurs noms depuis l'âge de... Verset 28. On enregistra les fils d'Isaacar selon leur famille, selon la maison de leur père, en comptant leurs noms depuis l'âge de... Verset 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45. Et si nous sommes sérieux, si nous sommes conséquents envers nous-mêmes, stoppons les circuits de gratuité. Le gratuit t'a enrobé, t'a volé, t'a esclavagisé. Et ça n'a pas suffi, ça t'a enveloppé. Le gratuit tue. La parole de Dieu nous montre qu'à partir de 20 ans, tu es responsable de toi-même. À partir de 20 ans, tu es en mesure d'offrir ta vie pour les autres. Ça veut dire quoi? À partir de 20 ans, tu es capable d'être un homme qui peut prendre des risques. À partir de 20 ans, tu dois apprendre à dépendre de toi-même. Donc ta situation n'a rien à voir avec tes parents. Ils t'ont donné ce qu'ils pouvaient. Ta situation n'a rien à voir avec l'État. L'État t'a donné ce qu'il pouvait. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ta famille compte sur toi. L'État compte sur toi. Et nous aussi, Église, on compte sur ta poche. Frère, bien-aimé, comment on va faire? Comment on va faire? C'est là où on a des problèmes. Et la première des choses, c'est que là où vous êtes, vous devez avoir une vision claire. Vous devez avoir une vision claire de votre vie, une vision claire des années à venir. Dieu a appelé Abraham, mais il avait une grande pensée pour Abraham. Et il lui a dit en l'appelant qu'il deviendra pas la bénédiction. Il n'a pas dit à Abraham qui deviendra la bénédiction. Il a dit à Abraham qui deviendra une source de bénédiction. Donc il y a une réalité, chers amis. Quelle est ta vision? Dieu a appelé Abraham. Il dit, sors de là où tu es. Je peux t'amener quelque chose. J'ai un avenir grand pour toi. J'ai prévu quelque chose de très grand pour toi. Tu ne seras pas une bénédiction, mais tu seras une source de bénédiction. Mais il n'avait rien vu. Comme toi et moi, on n'a rien vu. Dieu avait un plan grandiose pour Abraham. Mais aussi longtemps que Abraham n'avait pas vu ce que Dieu a vu, il lui était impossible de croire, de se lever. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. L'action vient de la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et la raison pour laquelle beaucoup sont incapables de se lever, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Ça n'a pas suffi de dire maintenant lève les yeux, regarde, compte les étoiles. Il ne peut pas compter. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il était en train d'inoculer à Abraham la capacité de voir au-delà des yeux physiques. Frère, la vision n'a rien à voir avec ce que tes yeux peuvent voir. La vision, c'est utiliser les yeux physiques pour voir l'invisible qui vient dans 10 ans. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois des problèmes. Pourquoi? Parce que ce que tu vois te communique un message. Ce que tu vois te communique un message. Frère, ce qui rend riche l'homme sur la terre, c'est les problèmes. Ce qui rend riche l'homme sur la terre, c'est les problèmes. C'est pourquoi quand chaque saison de problème vient, vous allez voir qu'il y a toujours des riches de cette saison. Avec tout ce que tu as appris à l'école, à l'université, quel est le problème que tu peux concrètement et pratiquement résoudre? C'est là où tu dois apprendre à réfléchir. Quel est le problème que tu peux concrètement et pratiquement résoudre avec la compétence que tu as développée, avec la connaissance que tu as acquise? Assois-toi, fais le bilan et voir quel est le problème que tu peux résoudre.
Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu n'iras nulle part. Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu vas tourner en rond. Il n'y a rien de mauvais de devenir employé. Je dis, il n'y a rien de mauvais de devenir employé. Ce qui est mauvais, c'est de mourir employé. Quel est le problème que tu peux solutionner? Première chose, la vision. La vision. Et je voudrais que si tu pars d'ici, je t'en prie, tu as tout le temps fait retraite de prière et de jeûne. Maintenant, il y a une nouvelle forme de retraite que tu dois faire. La retraite de réflexion. Quand tu vas te retirer, prends du temps et réfléchis sur ta propre vie. Et demande-toi avec ce que j'ai, quel est le problème que je peux résoudre. Et dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux devenir? La deuxième chose, tu dois comprendre que nous devons en réalité mettre fin avec cette mentalité de get quick rich. La richesse ne se crée pas de manière instantanée. La richesse, pour se créer, a besoin du temps. Et c'est pourquoi malheureusement, tellement tu es pressé de devenir riche que le peu d'économie que tu as peut tromper à tout prix. Pourquoi? La mentalité de devenir quelque chose riche. Même Jésus, il avait 3 ans de ministère, mais il a fait 30 ans de préparation. 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Quand la préparation est bien faite, ça dure éternellement. Il est parti depuis longtemps, il nous a dit qu'il revient bientôt. Nous tous, nous le guettons. Mais son nom ne sait pas t'arrêter. La preuve, tu es là, tu m'écoutes. Parce que tu as cru en ce qu'il a dit. Mais il était parti depuis longtemps. Pourquoi? Il n'était pas pressé. Troisième chose, si réellement nous voulons entreprendre cette mentalité de création de richesse au travers de l'entrepreneuriat, nous avons besoin d'apprendre à commencer petit, mais en rêvant grand. Et le dernier point que je voudrais adresser pour finir, c'est qu'il faut que tu apprennes à te digitaliser. Aujourd'hui, la digitalisation n'est plus une option. L'illettré de notre époque, ce n'est pas celui qui n'a pas été à l'école. Tu as beau être à l'école, tu as obtenu la maîtrise, le master, mais si tu ne connais rien par rapport à tout ce que le docteur Eric a dit, tu es classé parmi les illettrés de l'époque. Parce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui sont à la recherche, des jeunes dames qui savent marcher pour porter leur modèle là et se faire de l'argent. Savoir écrire donne l'argent. Frère, nous dormons. L'Afrique est le seul continent. Je dis l'Afrique est le seul continent où rien n'est encore fait. Où tout est à faire. Alléluia. Frère, ne nous amusons pas. Le tiers de ta vie, tu le passes à dormir. Ne nous amusons pas. L'heure n'est pas l'amusement. Si seulement l'argent, la prière pouvait donner l'argent. Oh. Si seulement la prière pouvait donner l'argent, l'église la plus riche sera l'église du Bénin. Alléluia. Parce que nous prions, mais nous ne travaillons pas. Jeunesse, lève-toi et va travailler. La découverte de l'intelligence artificielle et les opportunités qu'elle offre aux jeunes ont été mises en lumière. Une communication qui a permis aux participants de mieux cerner les enjeux et les perspectives liées à cette technologie en pleine expansion. Alors, pour commencer, en introduction, je vais poser une question. Qui parmi vous utilise déjà l'intelligence artificielle? Je crois que presque tout le monde. Pourquoi? Parce que vous utilisez déjà un téléphone portable, un smartphone. Si vous utilisez un smartphone, c'est que vous utilisez l'intelligence artificielle.
Quand on dit smartphone, en fait, c'est de l'anglais. En français, ça veut dire c'est un téléphone intelligent. Le smart, ça veut dire intelligent. C'est différent des téléphones traditionnels. Dès l'instant où vous avez Internet là-dessus, dès l'instant où vous avez, on parle de téléphone Android, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Alors, cette question me permet de dire que nous sommes tous ici utilisateurs de l'IA. Alors, quand vous allez partir d'ici, on va vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de l'IA. Alors, quelle est la définition la plus basique de l'intelligence artificielle? Parce qu'on entend intelligence artificielle, mais de façon simple. C'est quoi l'IA? Alors, le I de l'intelligence, en réalité, c'est de l'informatique. L'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'informatique. Et le A de artificiel, ça veut dire augmenter. C'est de l'informatique augmentée. C'est de l'informatique avancée. Voilà la définition basique de l'IA. Parce que quand on parle de l'IA, on pense d'abord au robot et on pense à une vision un peu parfois mystérieuse. En parlant de, parfois c'était on peur. L'intelligence artificielle fait peur parce que on pense d'abord à des robots qui vont venir remplacer les humains ou bien qui vont venir, disons, quelque part remplacer la main-d'œuvre. Mais d'abord, c'est l'informatique avancée qui permet de traiter beaucoup d'informations en peu de temps. Voilà l'intelligence artificielle. C'est une imitation de l'esprit humain. C'est une imitation de la pensée humaine pour aller beaucoup plus vite. Voilà pourquoi on parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, grâce à l'informatique, on a augmenté les capacités de la machine qui fait en sorte que la machine devient intelligente, c'est-à-dire fait des opérations pour imiter l'esprit humain. Par exemple, la traduction, de pouvoir utiliser un téléphone pour traduire, pour faire ce qu'on appelle la géolocalisation. C'est le fait que l'ordinateur commence à imiter l'esprit humain qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle, par opposition à l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, c'est le cerveau humain. Et comme la machine commence à avoir des aptitudes pour imiter le cerveau humain, voilà pourquoi on parle d'intelligence artificielle. Maintenant, quels sont les usages? Les usages, on a parlé des téléphones intelligents. Dans la médecine, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans la santé, dans l'agriculture, dans de plus en plus de domaines. Voilà pourquoi ça est devenu un sujet d'actualité. Alors, en termes d'application concrète, aujourd'hui on parle de ChatGPT. Vous avez entendu parler de ChatGPT? C'est une application qui permet aujourd'hui de pouvoir rédiger des textes, de pouvoir faire plus facilement des articles, de pouvoir en fait, une fois de plus, imiter l'esprit humain en traitant des sujets difficiles, mais dans un temps record. Vous voyez? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a deux mots qu'il faut retenir. Les données, c'est-à-dire, en anglais on dit la data. La data, les données, c'est-à-dire, la machine ne vous retourne que ce que vous lui avez donné. Quand vous parlez, par exemple, lorsque vous posez une question à l'ordinateur, l'ordinateur interroge une base de données pour pouvoir vous répondre. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle dans l'absolu. C'est sur la base des données qu'on a mis dans la machine qu'on retire les informations. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. L'ordinateur ne donne que ce qu'on lui avait déjà donné. C'est ça en fait l'IA. C'est pourquoi quand les gens ont peur de l'IA, je dis n'ayez pas peur. C'est l'homme qui a créé l'IA.
Donc, à un moment donné, l'IA ne fait que ce que, ne redonne que ce que l'humain lui a donné. Donc, à tout moment, on pourra débrancher. On pourra débrancher la machine. Donc, la machine ne pourra pas remplacer l'humain. Dans certaines situations, par exemple, dans des emplois pénibles, comme l'exploitation minière ou des emplois où l'humain souffre, on peut envoyer la machine. Mais la machine reste soumise à l'humain. Deuxième mot à retenir, c'est le mot algorithme. C'est quoi un algorithme? Un algorithme, c'est un programme qui transforme votre requête en quelque chose que la machine peut comprendre. Je donne un exemple simple. Lorsque vous donnez une requête à l'ordinateur, c'est comme l'esprit humain. Lorsque vous demandez à quelqu'un de venir, dans sa tête, il interprète ce que vous avez demandé, c'est-à-dire il doit se lever, venir vers vous et donc voir la distance. Donc l'ordinateur interroge, fait le calcul, c'est ça l'algorithme, c'est-à-dire le cerveau de la machine pour interpréter les données. Donc voilà quelques concepts de l'IA, mais ce qui est important dans le cadre d'une conférence comme la nôtre, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, comment réussir, comment s'enrichir, travailler avec l'intelligence artificielle. Quels sont les usages, les métiers? Aujourd'hui, dans l'IA, la Banque mondiale estime que le potentiel économique de l'IA, c'est plus de 100 milliards de dollars dans les années à venir. Pourquoi? Parce que grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une avancée dans certaines technologies. On peut faire de l'agriculture plus facilement, c'est-à-dire on a des applications qui permettent, selon la terre, de voir quelle production sera rentable dans cette superficie ou dans cette région. Donc c'est un travail d'anticipation. Grâce à l'IA aujourd'hui, beaucoup de calculs se font, par exemple, pour faciliter la traduction. Vous savez qu'il y a des applications qui font que pendant que je parle actuellement en français, si vous avez l'application, votre téléphone entend le son et traduit dans votre langue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, grâce à l'IA, écouter quelqu'un qui parle l'anglais, mais vous avez automatiquement la traduction en français. C'est-à-dire avec un casque, pendant que lui parle l'allemand ou l'espagnol, vous recevez le message en français en temps réel, automatiquement. Ça, c'est des capacités de l'IA qui permettent d'aller plus loin. Un des grands bénéfices de l'IA, c'est dans l'éducation. En ligne, vous pouvez acquérir des formations depuis chez vous, des formations pointues qui se donnent en France, aux États-Unis, dans le monde entier, grâce à l'intelligence artificielle, à la formation en ligne. Et là, c'est vraiment important, à part l'agriculture, la santé, c'est vraiment l'éducation. Dans la santé, bien sûr, il y a des méthodes grâce à l'IA pour faciliter les interventions chirurgicales, faciliter beaucoup d'applications concrètes. Et ça, c'est un autre niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, pour les jeunes que vous êtes, les jeunes que nous sommes, puisqu'on est tous jeunes, jusqu'à 77 ans, ou au moins, n'est-ce pas? La jeunesse, c'est de 7 à 77 au moins. On peut aller jusqu'à 80 ans, parce que c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Alors, il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 3, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, l'Esprit de l'Éternel va se répandre pour que les jeunes aient des visions, n'est-ce pas? Pourquoi les organisateurs ont voulu parler d'intelligence artificielle dans cette conférence? Parce que on ne doit pas être seulement des utilisateurs d'IA. L'appel que je voudrais lancer en terminant ce bref exposé, c'est qu'il y a parmi vous, parmi nous, des futurs utilisateurs, mais des futurs ingénieurs d'intelligence artificielle pour créer des applications, en vendre et s'enrichir. Voilà en fait le message, c'est que l'IA peut être appliquée dans plusieurs domaines et ce n'est pas seulement en tant qu'utilisateur, mais les jeunes à qui que nous avons formés après 3 mois, 6 mois,
un an, certains sont devenus déjà des spécialistes en intelligence artificielle et l'utilisent comme en réalité non seulement des formateurs, mais certains arrivent déjà à créer des applications en étant en Afrique, en étant des Béninois, des applications qui sont achetées dans le monde. Vous voyez? Donc, la vision, c'est quoi? Parce que dans les derniers temps, il faudrait que la jeunesse ait des visions, des songes, des rêves, c'est-à-dire être créateur d'applications d'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'être forcément un ingénieur. C'est d'avoir l'idée. Quand vous avez l'idée, vous pouvez vous associer avec un ingénieur pour la développer. Alors, aujourd'hui, certains s'enrichissent avec l'IA sans être des informaticiens ou des spécialistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'idée d'entreprise en se disant, avec l'intelligence artificielle, avec les outils, comment je peux faciliter, par exemple, un travail d'agriculture, ou bien comment je peux utiliser l'IA pour faire de la traduction automatique dans mon église, comment je peux utiliser l'IA pour faciliter la lecture de la Bible, comment je peux utiliser l'IA pour faciliter la traduction de la Bible dans les langues béninoises. Voilà des idées d'entreprise qui peuvent devenir des projets où, en ayant cette idée, on peut se rapprocher des ingénieurs maintenant qui vont transformer l'idée en projet et en entreprise. Donc, le message que je voulais vous lancer, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste d'intelligence artificielle pour développer un projet d'entreprise ou bien un projet en IA. Vous voyez? Alors, l'objectif de cette sensibilisation aujourd'hui, c'était de démystifier l'IA et de vous dire, n'ayez pas peur de cette technologie qui arrive, parce que vous l'utilisez déjà au quotidien. Ensuite, le thème gestion des projets et opportunités de financement a également retenu l'attention. Alors, vous savez que je ne peux pas sortir de chez moi sans savoir là où je vais, n'est-ce pas? Qui est jamais sorti de chez lui sans savoir là où il va? Qui est jamais sorti de chez lui sans savoir là où il va? Personne, non? La première des choses que je voudrais dire par rapport au business plan, c'est pourquoi élaborer un business plan? Pourquoi élaborer un business plan? Alors, il est important d'élaborer un business plan parce que toi-même, ça te permet de savoir qui tu es, où tu es et là où tu voudrais aller. Toi-même, d'abord. Le business se positionne donc comme cet outil qui te permet de voir de l'idée que tu as aujourd'hui, de faire une évaluation de peut-être tout ce dont tu as besoin comme ressources. Ressources qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières. Donc de voir les ressources dont tu auras besoin et donc par la suite de les valoriser, de valoriser ces ressources-là et de prouver à un investisseur qu'il est en mesure de mettre 5 millions dans ton activité sans que l'activité ne tombe. Donc le business plan, l'objectif premier, ça me permet de savoir là où je suis et là où je suis en train d'aller. Deuxième objectif, et je rappelle, je rappelle, ce qui est important également par rapport à là où je suis et là où je suis en train d'aller, c'est la vision que j'ai. Et je conseille à tous ceux qui ont des entreprises, même si ton entreprise, vous êtes deux dedans, il n'y a pas une vision qu'on ne communique pas, une vision se communique. Donc je ne sais pas le nombre de personnes que tu as dans ton entreprise, mais quand tu vas quitter ici, le lundi matin très tôt, organise une réunion avec toute ton équipe. Partage avec eux ta vision. Le manque de partage de vision de l'entrepreneur fait que tes employés, bien qu'ils soient compétents, bien que tu leur paies très bien ton salaire, ils vont partir te laisser. Parce qu'ils ne savent pas où tu vas, toi. Parce que c'est toi qui es devant eux. Et nous allons commencer donc par la première partie du business plan. Alors, la première partie du business plan, c'est ce que nous appelons le résumé. Et j'aime cette phrase qui dit « Une seule page peut donner envie de lire tout un document. » C'est vrai, non? Une seule page, c'était la première page. La première page peut donner envie de lire tout un document. Donc le business plan, ou la première partie du business plan qui est le résumé,
permet donc à n'importe qui prend le document sans aller au fond de ton document de se dire ça sent bon. Alors le résumé du business plan, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Dans le résumé du business plan, je parle d'abord de moi-même. Qui suis-je? Parce que l'investisseur qui viendra va remettre les sous à qui? À quelqu'un. Il ne va pas jeter les sous, même si les sous sont pour l'entreprise, il y a quelqu'un qui est devant l'entreprise. Dans le résumé, parle de qui je suis, ce que je propose. Qu'est-ce que je propose? C'est-à-dire, quel est le problème que je suis en train de résoudre en écrivant d'abord mon business plan et donc par la suite en sollicitant des financements. Qu'est-ce que je propose? Et troisième point du résumé, c'est qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? C'est-à-dire, quand un investisseur tombe sur mon business plan, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Dans la proposition de valeur, pour ceux qui maîtrisent ce que ça veut dire le business model, le business model n'est que comment je m'organise pour gagner de l'argent, comment je m'organise pour que mon activité réussisse. Mais le business plan intègre donc le business model en disant voici comment je m'organise pour que ça réussisse, c'est vrai, mais de façon palpable, voici ce que les chiffres donnent, voici ce que les finances donnent, voici le coût de mon projet, voici ci, voici ça. Alors, à part le résumé, la deuxième étape la plus importante, c'est de mettre l'accent sur l'étude, sur le porteur du projet. Alors, je finis de faire un bref résumé. Maintenant, je vais parler de moi-même. Et là, ça permet de convaincre celui que j'ai devant moi des compétences que j'ai. La façon dont je vais me présenter ou la présentation que je ferai de moi-même fera que celui qui va prendre le document dit « Ah, ok, il est technicien dans tel domaine et il voudrait investir dans le même domaine. » Donc, a priori, on se dit « Il maîtrise déjà le secteur dans lequel il voudrait investir. » Alors, si je finis de me présenter, l'étape qui suit, c'est de faire une étude du marché. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étude du marché? Le marché, comme on le sait, c'est celui à qui nous allons vendre. Donc, la première chose, j'identifie les clients. C'est pourquoi on a dit en amont que si l'entrepreneur n'identifie pas de façon précise le problème qu'il veut résoudre, il aura des difficultés à identifier quoi? Sa cible. Or, la cible n'est rien d'autre que les clients. La cible n'est rien d'autre que les clients. Alors, qui sont mes clients? Et là, je dois commencer par les caractériser. C'est la raison pour laquelle la partie concernant l'analyse du marché est une étape très cruciale, très importante, parce que lorsque je la rate, c'est comme si je rate tout ce qui reste. J'analyse les concurrents. Qui sont les autres entreprises qui interviennent dans le même secteur d'activité que moi, qui font presque la même chose que moi? Et le troisième élément, ce sont les tendances. Quand je finis donc d'analyser mon marché, qu'est-ce que je fais? Je me dis maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire pour me caractériser? Qu'est-ce que je dois faire? Si j'identifie bien ma cible, ce sont les enfants, ce sont les femmes enceintes, ce sont les personnes âgées, les personnes âgées de plus de 30 ans, je dis 30 ans, les personnes âgées de plus de 80 ans, si c'est ceux-là ma cible, quelle donc est la proposition de valeur que moi j'apporte? Qu'est-ce qui sera ma particularité? Qu'est-ce que moi j'apporte de nouveau? Si c'est le gari que je vais offrir, le gari ça s'en vend, même nos mamans en vendent. Mais quelle sera la caractéristique du gari que moi je vais offrir pour que ça fasse différence sur le terrain? Donc c'est ça la proposition de valeur. Qu'est-ce que moi j'apporte? Et donc vous voyez, quand je dis qu'est-ce que moi j'apporte, la question qui suit c'est qui? À qui? Parce qu'on apporte une proposition de valeur à une cible bien identifiée. C'est une première édition prometteuse qui pose ainsi les bases d'un rendez-vous qui entend se pérenniser pour accompagner les jeunes vers l'excellence et l'accomplissement de leur mission à la fois dans la société et dans le royaume.